que je suis un peu bavarde, et puis parce que c'est déjà 3h30, et puis déjà, voilà, comme ça, tous ceux qui sont déjà arrivés peuvent profiter de... Voilà, on ne perd pas trop de temps. Donc voilà, je trouve personne qui arrive, on va attendre. C'est bon, vous trouvez des chaises, il vous en reste un peu. Il reste encore une ici, encore une là-bas. Là-bas aussi, là où on a ici. Là-bas, vous en avez? Ah, vous en avez, il y en a deux là-bas. Il reste encore quelques chaises disséminées. Deux ici. Alors, on va être carré. Tu t'en occupes de montrer où il y a des chaises aux personnes. D'accord. Là, il reste deux places. Parfait, vous allez connaître. Impeccable. Il y a deux autres places ici. Bien, bonjour à tous. Bienvenue à Saint-Ouen-l'Argentière. J'espère que, en plus, nous avons un très beau temps, donc nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir sur le salon Harmonisance. Bienvenue donc à ce salon. En 2008, nous avions créé, tous les deux avec Christian, le cabinet Revie. Et aujourd'hui, nous sommes les deux des quatre co-créateurs de Harmonisance, l'association Harmonisance. Et par rapport, nous avons créé ce salon. C'est sa 3e édition. Et d'ores et déjà, je vous dis bienvenue à la 3e édition. Je suis très très heureuse. Nous sommes très très heureux de voir que vous avez répondu présent. Donc merci à vous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la psychogénéalogie. C'est vrai que la première année, ceux qui avaient suivi notre conférence, nous vous avons parlé de tout ce qui concernait les différents types d'énergie, différentes disciplines autour des différentes énergies. L'année dernière, nous avons parlé de tout ce qui concernait notre environnement au travers de la géobiologie et du feng shui. Et cette année, nous allons vous parler plutôt d'énergie innée par le biais de la psychogénéalogie. Voilà. Donc, voilà, le thème que psychogénéalogie, comment comprendre votre passé et la vie de vos ancêtres pour libérer votre avenir. C'est bien c'est un sacré projet, ça. Je vais passer assez vite sur notre parcours, mais quand même pour ceux qui n'étaient pas présents les années précédentes, juste 2-3 petits mots. Voilà. Donc, comment c'est écrit, nous étions naturellement sorciers, anesthésistes, magnétiseurs, et en 2000, il se trouve que nous avons commencé par la psychogénéalogie et le décodage biologique, mais en particulier par la psychogénéalogie, et on a trouvé que c'était un support qui était extrêmement puissant, extrêmement intéressant. Et c'est pour ça que nous avons... D'abord, on a testé sur nous, avant toute chose. Et c'est pour ça que nous avions pensé vraiment vous en parler, parce que ça fait 15 ans qu'on pratique la chose. Donc, on a pas mal de petites choses à vous apporter.
Après, c'est vrai que quand on travaille notre énergie intérieure, eh bien, petit à petit, notre habitat, on ne se sentait pas forcément bien. Donc, on s'est intéressé sur notre habitat pour remonter l'énergie du lieu par le biais de la géobiologie et clarifier des énergies qui n'étaient peut-être pas suffisamment, qui n'étaient pas top. Et il s'en est suivi tout un tas de rencontres avec des gens qui nous ont formés. Donc, notamment, vous voyez, on a fait de la géobiologie, du Reiki, pas d'esthésie. C'est vrai qu'après, nous sommes rentrés en chemin de maîtrise de Reiki. Et puis, nous avons suivi les cycles de Feng Shui jusqu'à l'obtention du diplôme d'expert. Ensuite, il y a eu la formation en psychogénéalogie, qui a eu avec une spécialisation en psychopathologie. On a fait étudier, parce que tout est important quand on commence à gratter, on a étudié certaines cultures ancestrales et on est suivi aussi une formation à l'astrologie pour compléter tout ce qui est énergie céleste dont on parle beaucoup en géobiologie. Il y a eu aussi derrière, encore cette année, donc l'approfondissement sur les perturbations électromagnétiques en élevage. Ça, c'est le dernier. Mais voilà, en clair, on n'arrête pas de se former, on essaye toujours de parfaire. C'est un sujet qui est très intéressant, qui est passionnant. Et c'est vrai que nous essayons de toujours nous tenir informés, toujours continuer dans l'évolution. Et en particulier l'évolution personnelle. Alors, l'évolution personnelle aujourd'hui, dans notre démarche, enfin, c'est pas que notre démarche, c'est vrai que le cabinet Reby a repris l'idée de l'approche globale que l'on peut retrouver dans d'autres civilisations, et notamment en Chine ancestrale. La Chine ancestrale prenait en compte dans le bien-être et la santé des personnes, elle prenait en compte tout un tas de choses, et notamment l'environnement et aussi la génétique. Alors, il ne mettait pas ces mots-là, on est bien d'accord, il mettait d'autres mots, mais déjà chinois, ouais. La médecine chinoise d'aujourd'hui, quand on va parler de Qi vital, il va être constitué de l'énergie du ciel, l'énergie de la terre, ça c'est ce qu'on a travaillé, puis vous allez voir qu'il y a un petit schéma tout à l'heure qui sera beaucoup plus clair. L'énergie du ciel et l'énergie de la terre, on travaille notamment en géobiologie, et puis l'énergie innée. Et c'est là-dessus qu'on va s'attacher aujourd'hui. L'énergie innée, justement pour ce qui concerne la médecine chinoise, comprend les énergies de la race. C'est vrai que si on vit en Chine ou ici, c'est pas tout à fait, on n'a pas le même bagage derrière nous. Hein. De la lignée, ça c'est nos ancêtres, donc la psychogénéalogie. Et l'énergie sexuelle, alors ça c'est ce qu'on appelle chez nous le projet de sens. Pourquoi papa et maman nous ont fait. Et puis il y a l'énergie acquise, qui est quand même importante, c'est tout ce qui concerne ce qu'on ingère, ce qu'on respire, ce qu'on boit, enfin, tout. Voilà. Alors là, c'est juste un petit schéma qui répertorie un peu le type d'énergie. Vous avez l'énergie cosmique et l'énergie tellurique, c'est l'énergie de la Terre et l'énergie du ciel. Donc là, c'est ce qu'on appelle le pictogramme de Mencius, c'est-à-dire c'est de cette façon que Mencius représentait l'homme. C'était un cercle ouvert vers le ciel et un carré ouvert vers la terre. Et l'homme, c'était ce trait d'union entre ciel et terre. Donc l'énergie cosmique, l'énergie tellurique. Alors, avec l'énergie tellurique, on s'est attaché à la géobiologie. L'énergie éthérique, juste un petit rappel, c'est cette couche qui passe à 80 cm du sol, 80 mètres du sol,
hein, et qui nourrit, c'est ce passage-là. Et là, c'est le feng shui. C'est avec le feng shui qu'on travaille cette énergie-là. Bon, là, voilà. Après, il y a les énergies acquises. Donc là, l'énergie acquise, eh ben, c'est comment je me nourris. Voilà, c'est aussi ce que je respire, de faire attention à un environnement le plus sain possible. Hein. L'énergie innée, ben nous, ce qui nous a parlé dans l'énergie innée, c'est la discipline qui nous parle, c'est la psychogénéalogie. Mais il y en a plein d'autres. Ensuite, vous avez l'énergie émotionnelle, hein, au niveau émotionnel. Là, tout ce qui nous a parlé, on fait un rééquilibrage énergétique et le décodage biologique. Voilà, ça c'est ce que l'on travaille, nous, au sein du cabinet Refuge. Et puis le Reiki. Voilà. Alors, la psychogénéalogie. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que la psychogénéalogie, on dit toujours naturellement que, par exemple, on a récupéré les yeux marrons de grand-mère, le caractère cochon de grand-père, et tout ça. Mais c'est vrai que ce à quoi on ne pense pas, ce sont les héritages émotionnels dont on hérite de façon bien volontaire. Hein, nos aïeux nous transmettent également de façon involontaire cet héritage-là. Et qu'est-ce que... Bon, a priori, il n'y aurait pas ça ne serait pas gênant, mais l'ennui, c'est qu'à travers ces difficultés émotionnelles que nos aïeux ont pu vivre, on peut retrouver dans notre vie une forme de répétition. C'est une répétition qui est inconsciente, que l'on va faire sans s'en rendre compte, sans même savoir ce dont il s'agit. On va s'apercevoir, lorsqu'on se retourne, que finalement, l'arrière-grand-mère, elle avait eu, ses parents, elle s'est retrouvée sans ses enfants. Il y a eu des choses comme ça. Et aujourd'hui, c'est peut-être qu'on a quelque chose à faire avec ça. Peut-être qu'on vit la même chose que cette arrière-grand-mère. Il y a, en fait, la difficulté, c'est que c'est peut-être qu'aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, c'est aujourd'hui, je rencontre des difficultés, mais est-ce qu'elles m'appartiennent? Et en fait, c'est ça que vraiment on avait envie de vous apporter aujourd'hui. C'est pas forcément vous faire un cours sur la psychogénéalogie. L'idée, c'est, j'allais dire, éveiller votre curiosité. Peut-être se poser quelques questions, simplement pour en savoir plus sur nos aïeux, c'est aussi peut-être mieux se connaître nous-mêmes. Et de se dire derrière, est-ce que finalement ce programme-là, j'en ai vraiment besoin? Peut-être que oui, peut-être qu'il est vachement intéressant ce programme-là. Parce que nos aïeux, le côté émotionnel, il y a des choses qui sont extraordinaires, hein, donc, et qui font ce que nous sommes aujourd'hui, et c'est drôlement bien. Mais il y a des choses peut-être dont on a envie de se débarrasser. Et l'idée, c'est de se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de porter, là encore, le poids du passé? Est-ce que ça m'appartient ou est-ce que je le laisse de côté? Voilà, l'idée, c'est ça. Alors, quand on parle d'énergie innée, donc ça va être cette partie-là. Hein, c'est la partie qui va venir de nos aïeux. Et à partir de là, l'énergie innée va arriver, on va arriver à notre conception et ensuite notre naissance. Et ensuite, ça va être notre vie. Et comment, dans quelle mesure peut-elle être impactée par ce qui précède? Voilà. Donc, avec l'énergie, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, nous, on a choisi la psychogénéalogie, il y a les constellations familiales, il y a plein de choses. Il y a d'autres
disciplines hein, qui peuvent travailler sur cette énergie innée. Nous, on a choisi celle-ci. Donc, on reparlera de la naissance et du projet sens et du décodage émotionnel. Alors, avant tout, effectivement, qu'est-ce qu'il faut faire? Par contre, on commence. Donc, pour faire de la psychogénéalogie, il faut commencer par faire sa propre généalogie. De façon, j'allais dire, très carrée. Hein. Donc, on va monter notre arbre psychogénéalogique. On va parler des fois, vous allez voir ce mot-là, génosociogramme. Là, c'est la première base de travail que l'on donne, nous, au départ, quand on travaille avec le cabinet. Donc, un moi. On met maman, on met papa. Et puis là, on va mettre aussi les frères et sœurs. Alors, pour chaque, j'allais dire, case, il va falloir trouver, bon, forcément, le nom, le prénom, les prénoms, ça peut être important, la date de naissance, la date de mariage, mais également s'il y a eu lieu le divorce, aussi très important, la date de décès et la profession. Là aussi, c'est très étonnant. Alors, bon, moi je mets... bon, c'est vrai que j'ai une structure peut-être scientifique, alors je mets les dates en rouge, c'est très... voilà. Ensuite, la fratrie. Chose très très importante, l'ordre. Mettre toujours la fratrie dans l'ordre. Et, là aussi, très important, si on peut trouver, s'il y a eu des fausses couches ou des IVG. Là aussi, c'est très important. Et puis, tant qu'on est dans cette recherche, j'allais dire, très structurée, avec prise des dates, prise de tout ça, c'est bien de demander aussi toute l'histoire, enfin, à ceux qui sont encore là et qui peuvent en témoigner, l'histoire de nos aïeux. Raconter ce qu'il en est, ce qui s'est passé. Bien sûr, je sais ce que vous allez dire, oui, mais ma grand-mère, je sais, de toute façon, elle ne pouvait pas avoir un tel, de toute façon, elle va le dénigrer forcément. Ça n'a pas d'importance. Elle dira ce qu'elle veut. Après, vous pouvez le confronter avec quelqu'un d'autre. Ce qui est intéressant, son témoignage est intéressant, quoi qu'il en soit. Donc c'est intéressant de demander, d'essayer de rechercher, d'être... voilà. Et vous savez, les personnes, peut-être, tant qu'on est enfant, c'est vrai, on ne va pas nous raconter des choses de la famille, parce qu'on dit, bon, on ne va pas perturber cet enfant. Mais après, c'est vrai que si c'est nous qui faisons cette démarche, les anciens, ils sont ravis de pouvoir nous donner du témoignage du passé. Ils en sont ravis. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait un truc. Non, c'est pas grave. Sortez un truc. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait au cabinet Relie, en fait, quand on commence à travailler en psychogénéalogie, une fois qu'on a monté ce thème, on va le décliner sous différents angles, sous différentes... l'aborder avec différents sujets. Le premier que l'on peut aborder, alors je vous en listais que quelques-uns, hein, parce qu'on en aborde beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui étaient avec moi, enfin qui ont suivi. J'ai un groupe qui a fait 3 ans avec moi, d'évolution personnelle en psychogénéalogie. Je ne sais pas s'ils sont là, mais vous voyez, 3 ans. Donc, on aborde différents sujets. Je vous en donne juste quelques-uns. On vous en donne juste quelques-uns. Le projet sens, on va travailler, c'est-à-dire pourquoi papa et maman m'ont fait, pourquoi moi, même par rapport à mes propres enfants, qu'est-ce qui a motivé le fait que j'ai des enfants, et puis mes grands-parents. Est-ce que je sais pourquoi mes grands-parents ont fait maman ou papa, par exemple. Ensuite, la conception.
ça va être intéressant de savoir dans quel état d'esprit était, comment ça s'est passé. C'est-à-dire, est-ce que papa et maman étaient juste en train de s'établir, ils avaient un nouveau métier, tout allait bien, et puis ils se sont dit, bah, ça y est, maintenant on s'est posé, on peut faire un enfant. Est-ce que je suis un accident? Est-ce que je suis je suis le fruit d'un viol? Ça c'est pas top, hein, voilà. Vous voyez la différence. Est-ce qu'il y a aussi des enfants qui ont été conçus dans l'enfant exprès? Là aussi, on y reviendra. Et puis la naissance. Comment s'est passée ma naissance? Pareil, les prénoms, les noms, les rencontres et les unions, la fratrie, vous voyez, tout ça, c'est des thèmes que l'on aborde en psychogénéalogie, et on va s'intéresser à ce thème, et à comment notre propre arbre généalogique, comment nos aïeux ont vécu ces différents thèmes au fil des âges et au fil des années, et en fonction de l'histoire. Et l'influence de l'histoire. Et à ce moment-là, on va commencer à peut-être commencer à détecter les premières répétitions. C'est vrai que en ce qui concerne, on pense que souvent on va dire, enfin nos parents quand on va les interroger des fois pour les prénoms, ils savent exactement pourquoi ils nous ont appelés comme ça. Enfin, soit il y en a un qui va dire non mais c'est ta mère qui voulait, non mais c'est ton père, enfin. Mais en général ils savent pourquoi. Pour les métiers, on a l'impression d'avoir choisi aussi consciemment. Je vous raconterai des histoires après. Mais par rapport aux dates de conception et de naissance, on n'a pas beaucoup de prise là-dessus. Hein. Puis bon, le décès, évidemment, non plus. Bon, donc, et pourtant, malgré tout ça, lorsqu'on va étudier les dates, on va s'apercevoir qu'il y a énormément de similitudes au niveau des dates. Alors que pourtant, on n'a pas de prise là-dessus. Et c'est ce que vous pouvez trouver lorsque vous lisez des livres en psychogénéalogie. On vous parle souvent de fidélité familiale invisible. Voilà, ça c'est notre première notion objective de la fidélité familiale invisible. Alors, on vous a mis un tableau. Par exemple, il ne faut pas que je dure trop longtemps dessus, mais bon, je vais expliquer quand même un petit peu. Pour vous donner une idée, quelqu'un qui est né le 10 janvier, il est en lien avec des personnes qui sont nées en avril, autour du 10 avril, autour du 10 juillet et autour du 10 octobre. C'est ce qu'on appelle un axe transactionnel, transgénérationnel aussi, mais ça ce sont des axes qui sont très importants. Parce que, par exemple, un enfant qui est né au mois de janvier, il a été conçu en avril. 9 mois avant, en fait. C'est ça, je ne me suis pas trompée. Ouais, c'est juste, hein. Bon, ça va. Un enfant qui est né au mois d'avril, il a été conçu 9 mois avant, en juillet. Un enfant qui est né en juillet, mais qui est conçu en octobre. Alors, on n'est pas super rigoriste avec les dates. On s'est rendu compte qu'il y avait des influences à plus ou moins 7 jours. C'est pour ça que voilà, et ça on a fait le tableau, il a bien mis ça. On a fait le tableau parce que par exemple quelqu'un qui est né entre le 10 janvier, il faut regarder, donc moins 7 ça fait 3,
entre le 3 et le 17 janvier. Donc, après, on regarde qui y a eu les autres interactions, les autres personnes. Alors, on regarde les dates de naissance ou de décès entre le 3 avril et le 17 avril, etc. Et il est possible, ça ne veut pas dire que c'est à tous les coups vrai, mais il est possible qu'on ait pu récupérer des mémoires familiales de personnes, de nos aïeux, qui sont voilà, au niveau de ces dates-là. Hein, ça va, vous suivez à peu près Alors, on va revenir sur le projet de sens. Pourquoi papa et maman l'ont fait? On va s'intéresser... Alors, le projet de sens, il commence 9 mois avant la conception. On a traditionnellement, on dit que c'est plus l'énergie du père. Voilà. Ça, c'est en bioanalogie, on dit plutôt ça. Donc, c'est dans les moins 9 mois. Et c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui s'est passé 9 mois avant la naissance, comment vivaient papa et maman, peut-être le contexte économique, le contexte social, comment ça se passait 9 mois avant ma conception. Ensuite, la conception, et nous avons toute la vie intra-utérine, toute la grossesse qui vient s'installer. Là aussi, là, c'est vraiment, à ce moment-là, là, on a vraiment l'énergie de maman qui arrive. Et là, et papa et maman, hein, les deux. Mais là, ce qui va être intéressant de savoir, peut-être, c'est commencer à peut-être interroger maman pour savoir comment sa grossesse s'est passée. Et là, dans la grossesse, peut-être il y en a certains qui ont déjà travaillé dessus, mais on s'aperçoit que souvent, il y a des traumatismes qui viennent de ce moment-là. Pas de façon consciente pour la maman, mais il peut y avoir, et c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit, le fait qu'un jumeau soit parti. Parce qu'au départ, il faut que vous sachiez qu'il y a un pourcentage énorme de grossesses qui sont gémellaires. Parce que c'est là avec la survie de la race. Mais en général, l'œuf se lise très très vite. Par contre, le fœtus, il a la mémoire de l'autre. Et voilà, il y a des choses, des petits comportements. Est-ce que j'achète par deux? Est-ce que... Moi, j'ai vu quelqu'un qui avait acheté 2 salons. Hein, voilà. Est-ce que je... Voilà, est-ce que j'ai... Voilà, j'ai besoin de faire fusion avec l'autre aussi. Voilà, c'est des choses. Je pose juste des questions. Voilà. Ensuite, la naissance. Là aussi, un grand moment. La naissance. La naissance, c'est un moment qui est extraordinaire. Et comment elle s'est passée pour nous? Est-ce que... Alors, il y a des enfants, on dit « Oh bah, elle est venue comme une lettre à la poste ». Est-ce que ma façon de naître ne va-t-elle pas influer ma façon de vivre? C'est-à-dire que là, je passe d'un état à un autre. Comment ça va se passer pour moi après dans ma vie? C'est-à-dire que si vous prenez un enfant qui a été tiré au forceps, est-ce que quelque part il n'y aura pas, lorsqu'il va devoir prendre une décision pour changer, est-ce que c'est pas des fois plus difficile? Est-ce qu'il n'attend pas de l'aide, plus d'aide que celui qui est passé comme une lettre à la poste? Et des questions. Et puis après, les plus 9 mois. Alors pourquoi on dit plus 9 mois? Il y a des... Est-ce que c'est parce que l'enfant à plus 9 mois commence à avoir ses propres anticorps, donc se détache de ceux par rapport à ceux de la maman?
Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il a ses incisives et puis, j'allais dire symboliquement, on peut couper le cordon? Je sais pas. Je vous le livre, après vous faites comme vous voulez. Alors, oui, voilà, oui, c'est vrai que la conception, on ne peut pas faire grand-chose. C'est vrai que c'est la rencontre d'un homme et d'une femme, ça, on peut y faire quelque chose, mais c'est surtout d'un spermatozoïde et d'une ovule. Là, ça, on ne peut rien y faire. Ça, l'ovule, le spermatozoïde et l'ovule, on ne peut pas avoir le moindre impact là-dessus. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vrai que ça. Quand je vous avais dit, je vous l'ai dit tout à l'heure que j'étais bavarde. Hein. Je ne peux pas m'en empêcher. Hein. Je vous ai déjà tout raconté ce qu'il y a. C'est incroyable. Donc voilà, là, on repart sur l'effet marquant par rapport à notre conception, à notre projet sens. Notre conception, s'il y a eu des choses un peu... Voilà. Si, dans l'effet marquant, il peut y avoir... Ça peut ne pas être uniquement, j'allais dire, du ressenti de nos parents, mais pas... Enfin, oui, non. Mais par exemple, s'il y a eu un décès, ça aussi, il faut peut-être le noter. S'il y a un décès de la famille, vous imaginez bien que... voilà, il y a quand même cette énergie-là qui accompagne notre conception, par exemple. Hein? Donc là, c'est ce que j'ai déjà tout dit. Voilà, pourquoi maintenant, voilà. Bon, ensuite, la grossesse, la naissance, l'accouchement, voilà. Pour ma mère, ah oui, il y a aussi, est-ce que mon papa était présent à l'accouchement? Où est-ce qu'il était? Est-ce qu'il était dans la salle d'accouchement? Est-ce qu'il était dans la salle d'attente? Est-ce qu'il était à la maison? Est-ce que... c'est une affaire de femme, donc voilà. On se pose des questions, voilà. Voilà, je suis là juste pour poser des questions. Et puis, comment avons-nous vécu physiquement et psychiquement notre naissance? Bon, à cet âge-là, on n'en a pas trop de souvenirs, mais quand même aujourd'hui, ça reste, il y a des choses qui peuvent revenir. Ensuite, il est important de comprendre, ça c'est important. Comment nous avons vécu notre naissance pour pouvoir analyser chaque nouveau passage dans la vie. C'est ce que je vous disais par rapport, suivant si on est venu comme d'être à la poste, ou bien si on est venu avec les forceps, si on est venu, si maman, voilà, s'il y a eu un gros souci, bien que maintenant il y a de moins en moins de problèmes, mais bon, c'est important également. Car donc aux différents passages de notre vie, nous avons tendance à quelque part revivre de la même façon la difficulté, de revivre symboliquement ce qui s'est passé lors de notre naissance. Donc ça j'ai dit. Donc voilà, allez, maintenant on va reparler. Donc le nom et le prénom. Donc souvent le nom parle de tout ce qui concerne la lignée. Hein, ensuite, les prénoms par contre représentent l'incarnation de la personne, de l'enfant. Hein, autant le nom ça représente voilà, tout ce qui concerne les aïeux. Et puis arrive ce prénom. Après arrive ce prénom et c'est avec ce prénom que nous allons incarner notre présence. Alors, pourquoi, maintenant, autre question qu'on peut se poser, pourquoi papa et maman nous ont appelés comme ça? Est-ce que ça peut être des questions. Est-ce qu'ils étaient d'accord sur ce prénom, tous les deux? Il y a des fois, les papas, ils laissent choisir la maman, parce que, en disant, bon, c'est elle qui porte l'enfant, la pauvre, tout ça. Moi, quelle est la possibilité de choisir au moins le prénom, quoi. Voilà. Mais c'est important de savoir pour quelle raison. Il y a des fois, l'aîné, c'est papa qui choisit, et le deuxième, c'est maman. Voilà.
Que savons-nous du choix des prénoms dans la généalogie? C'est-à-dire que la question qu'on se pose pour soi, eh ben, on peut se la poser déjà aussi pour nos parents, même nous-mêmes par rapport à nos enfants, en disant voilà, pourquoi en fait, et ça serait bien peut-être de leur dire, non, à nos enfants, pourquoi on a choisi ce prénom-là. C'est peut-être intéressant qu'ils le sachent. Là aussi, repérer les fêtes, les saints, les saints patrons, vous savez, suivant le cas, je sais que moi je sais que quand je suis née, c'est au moment de voilà de la Saint-Yves, c'est donc voilà, je sais que ça peut être autour de la loi, des choses comme ça, donc c'est intéressant, ça peut être intéressant. Les rencontres et les unions. Non, c'est le nom et prénom, c'est encore ça. Ah oui, c'est ça, les rencontres et les unions. Là aussi, comment papa et maman sont rencontrés? Alors c'est marrant, hein, parce que quand on regarde les généalogies, il y a souvent on peut retrouver, surtout par ici, ils se rencontraient dans les balles. Et derrière, eh ben, les jeunes, eh ben, ils se rencontrent en boîte. C'est marrant, alors après, il y en a qui se rencontrent plutôt dans le milieu scolaire, alors soit à l'université, mais ça va rester dans le... C'est marrant, hein, c'est très étonnant. La fratrie, là aussi, là c'est important. Là c'est important parce que c'est comment je me place dans la fratrie. La fratrie, il faut savoir que chaque enfant a besoin d'être reconnu au niveau de ses parents. C'est une fonction animale pour être nourri. Donc, est-ce que... voilà. Et donc, là, j'ai le grand frère, il est sage et il ne bouge pas. Moi, si je veux que maman me nourrisse derrière, il faut qu'elle soit sûre. Donc, du coup, moi, je vais être différent pour qu'elle sache bien que c'est très... En fait, c'est une fonction plus archaïque, plus animale. Voilà, ça fait partie de ça. Et c'est vrai que souvent, si l'aîné il était sage, on va trouver le second qui est souvent un peu plus turbulent, qui va exprimer plus fort ce qu'il a besoin d'exprimer. Mais c'est juste pour se différencier d'eux. Hein, c'est pas... Donc chacun, en fait, dans sa fonction, va essayer de se démarquer pour exister. Alors vous avez le sage, voilà, les conditions, peut-être des fois, il y a l'enfant sandwich. L'enfant sandwich qui est entre deux. Voilà, donc il y a le grand, on a bien remarqué, le petit, donc on s'occupe bien, et puis il y a celui du milieu, des fois qui peut poser un peu des fois problème. Mais bon, c'est toujours une histoire de faire, voilà, marquer l'attention en disant, regardez-moi. Voilà. La relation entre... Oui, donc là aussi, au niveau des relations entre frères et sœurs, ça peut aussi avoir une importance au niveau des futurs amours, des amitiés et surtout des relations professionnelles. Parce qu'on s'est rendu compte que ce qui se joue, par exemple, ce qui se joue dans une entreprise, alors on remarque, c'est pas toujours le cas, hein, mais il peut y avoir des fois des choses comme ça. Si c'était pas le top avec nos frères et sœurs, et ben des fois, au niveau de l'entreprise, avec les collègues, c'est pas, ils nous portent un peu sur le système, un petit peu comme les frères et sœurs aussi. C'est simplement que ça se rejoue aussi au niveau, il y a des formes de similitudes et des formes de répétition qui peuvent se rejouer à ce niveau-là. On va choisir un boulot où il y a ce genre de choses. Déjà? Oh bon? Non, c'est pas déjà, je peux pas. Donc en fait, voilà, quelle est ma place et mon rôle dans la fratrie? Toujours pareil,
essayer de bien questionner par rapport aux fausses couches, aux IVG. Je sais que, bon, des fois, déjà parce que c'est difficile à vivre, hein, on n'en parlait pas. C'est des choses, alors les IVG encore moins, hein, mais c'est très important de savoir parce que, quoi qu'il en soit, nous sommes impactés par ce qui s'est passé, parce que ce sont des... Voilà, si on a perdu, s'il y a eu de fausses couches, vous imaginez bien que maman attend un bébé, là, la fausse couche, comment elle va aborder la prochaine grossesse? Est-ce qu'elle va l'aborder de façon sereine? Ben, pas forcément. Donc il va y avoir une inquiétude supplémentaire, peut-être une angoisse dont on peut nous-mêmes après éviter sans forcément savoir pourquoi on a peur. Donc voilà. Voilà, on peut retrouver, c'est-à-dire qu'il y a des fratries qui se retrouvent dans l'arbre. Ce qui est important, c'est qu'à ce moment-là, repérez le nombre, si vous êtes par exemple quatrième de la fratrie, repérez dans votre arbre qui est quatrième aussi. Si papa ou maman est quatrième aussi dans sa propre fratrie, etc. Hein, et voir s'il n'y a pas des répétitions qui se trouvent. Les lieux de vie, là aussi. Alors, je n'ai pas pu m'en empêcher l'année dernière. J'en ai un peu parlé. Je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est vrai que les lieux de vie, mais des fois, on les choisit pas forcément par hasard. En particulier, soit c'est par rapport avec l'histoire de nos ancêtres. Oui, c'est en particulier en lien avec l'exemple que j'avais cité à l'époque, c'était l'exemple de ce monsieur qui avait habité à Bel-Air. Il était content. Et en fait, on s'est rendu compte que sa sœur, son père était mort asphyxié et sa sœur également. Et lui, mais il ne savait pas, il n'avait pas fait exprès. Il avait choisi un endroit et il était heureux de se... Ah, et puis il le disait bien, moi j'habite Bel-Air, hein, voilà, il disait bien ça. Et c'était incroyable. Donc voilà, c'est pour ça on dit les lieux qui nous font signe. Nous pas, non, voilà. Ouais, voilà, tout est écrit, je pense que voilà, c'est. Donc, pour ceux qui sont peut-être loin, donc ces lieux qui nous font signe, qui nous parlent, que l'on reconnaît comme familiers, nous permettent de renouer quelquefois avec l'histoire familiale. On nous invite à revisiter certains épisodes obscurs pour éclairer notre arbre et notre parcours. Ah, la relation, autre point important, la relation à l'argent et la réussite. Donc l'argent, c'est une énergie d'échange qui doit circuler normalement. Et la réussite, chacun y met ce qu'il veut derrière. Alors, on peut se poser la question, quelles sont mes réussites? Quels sont mes échecs? Voilà. Est-ce que j'estime, par exemple, gagner suffisamment d'argent? Et puis, donc, du coup, si on peut se poser la question, quelle éducation à l'argent ai-je reçue? Suis-je plutôt cigale ou fourmi? Et ma famille, elle est comment? Plutôt cigale ou fourmi? Est-ce que j'ai des problèmes d'argent ou de réussite récurrents? Et du coup, on va s'intéresser plus particulièrement à la famille, notamment à tout ce qui est, on va regarder tout ce qui est au niveau, notamment lorsqu'il y a les héritages, au niveau des successions. Comment les personnes, nos aïeux, ont vécu les successions. Est-ce qu'ils se sont sentis spoliés dans l'affaire? Notamment, je pense à il y a une génération où on donnait tout aux garçons et rien aux femmes, aux filles. Voilà, c'était les garçons qui recevaient tout.
Et des fois, il y a des femmes qui étaient quand même des femmes de caractère et qui l'ont très mal vécu et qui ont gardé quelque part cette aigreur par rapport à cette spoliation. Donc ça parle... Donc c'est des transmissions injustes. Et là, eh ben, on peut hériter de ce type d'énergie également. Là aussi, les croyances et limites familiaux. On a tous eu style des phrases toutes faites dans notre enfance qu'on a entendues par nos loin des yeux, loin du cœur. Vous savez, ces trucs très voilà, ces dictons, voilà. Donc, mais on se rend compte que chaque famille a le sien, en fait. Et c'est très étonnant. Et ça marque comme c'était le bon temps. Ah ouais, et aujourd'hui. C'était le bon temps, mais c'était comme avant, quoi. Aujourd'hui, non. Mais c'est étonnant, hein. C'est étonnant. Alors, c'est vrai qu'au départ, voilà, ça fait partie des choses qui nous ont érigés. Voilà. Mais il y a peut-être des messages subliminaux qui sont derrière ce genre, voilà, sur lesquels on peut peut-être s'interroger. Et voilà, c'est en substance ce que je voulais dire. Les métiers de profession. Je vais raconter 2-3 petites choses, j'ai envie. On pense que les professions, bon, on a choisi ça, voilà, c'était parce que ça nous plaisait, ça nous attirait, ce qui n'empêche pas, hein. Et on a choisi telle ou telle profession. Et moi, il y a deux histoires qui me plaisent énormément. Il y en a une où toute la famille, alors je ne vais pas citer les choses, parce que, voilà, ils étaient tous directeurs d'une grande surface. Incroyable, tous. Alors voilà, le père, la mère, voilà, et puis alors les filles, toutes les trois. Et puis elles épousaient en plus un gars qui était encore directeur d'une autre grande surface. Mais c'était impressionnant. On se disait, mais c'est... Et puis, bon, la dame, elle n'était pas forcément plus... Voilà, mais elle disait, mais je sais pas, ou alors il faut que je change d'enseigne, parce que c'était toujours la même enseigne, mais bon. Mais elle sentait que c'était pas non plus... Et en fait, on s'est rendu compte, en remontant la généalogie du côté de papa et du côté de maman, c'est qu'il y a des gens qui étaient morts de famine. Oui, dans la grande surface, eh ben, on pouvait se servir de tout. On aurait toujours à manger si jamais ça arrivait. C'était puissant, hein, c'était extraordinaire. Un autre cas qui est mignon comme tout. Une dame qui est sage-femme, qui a choisi ce métier avec passion et qui l'exerce avec passion. Et en fait, en faisant voilà, en remontant son arbre, elle s'est rendue compte que quelque part, elle l'a pas forcément, enfin, elle l'a bien choisi, mais elle ne savait pas, c'est que sa grand-mère était morte en couche au moment d'accoucher, donc elle était morte. Et il se trouve que son premier remplacement, la première fois qu'elle a exercé son métier de sage-femme, c'était dans l'hôpital où cette grand-mère est morte. Étonnant, hein. C'est chouette, hein. Voilà, vous voyez comment... C'est deux petits exemples tout simples, mais vous voyez comment, de façon... je veux dire, on ne pense pas, hein, professionnellement, mais vous voyez comment ça peut toucher les uns et les autres, et comment, naturellement, avec beaucoup... enfin, j'allais dire, sans y mettre... consciemment notre choix, comment on va s'orienter vers tel ou tel endroit. Simplement, c'est comme une sorte de réparation ou de protection. Voilà. Voilà, enfin, moi j'avais envie par rapport à ça de vous raconter un peu ces deux petites histoires sans dévoiler quoi que ce soit sur les personnes. Qu'est-ce que c'est marquant?
Après, voilà, ce qui est important, c'est que à travers toutes tous ces questionnements que vous pouvez avoir, donc lorsque vous allez faire cette demande auprès de vos ancêtres, de vos parents, de la famille, des tantes, les oncles, parce que là aussi les tantes et les oncles sont intéressants des fois parce que c'est pas en lien forcément immédiat et des fois il y a plus de distance et on peut avoir des éléments très intéressants. Donc c'est vrai que se faire raconter aussi le contexte émotionnel, le contexte, d'avoir le témoignage, un témoignage qui vaut ce qu'il vaut, mais et puis de demander un peu aux uns et aux autres comment ils ont vécu tout ça. L'idée c'était que demander un petit peu les différentes maladies, les accidents, les faillites. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont des déracinements quand il y a eu des gens qui sont venus d'autres pays, comment ils ont vécu ça, est-ce que c'était forcément très dur, toutes les problématiques de guerre, là aussi, vous imaginez que ça a dû être extrêmement difficile à vivre. Donc profitez qu'il y a encore des gens qui peuvent en témoigner pour pouvoir avoir tous ces éléments-là. Et voilà. Et bien sûr, évidemment, aussi également, il n'y a pas que des choses horribles, hein. Il y a aussi des choses super bien. Donc, faites-vous raconter aussi des belles choses aussi de votre famille. Et nourrissez, il faut vous en nourrir également. Voilà, vous avez mis des dates qui sont quand même importantes, qui peuvent impacter. C'est-à-dire que plus on remonte, il y a l'histoire du lieu, hein, le contexte historique du lieu, mais également il y a aussi l'histoire elle-même. Hein. Malheureusement, on est une génération charnière et par rapport à tout ce qui est mémoire de guerre. Hein. Donc ça, forcément, hein, les guerres n'ont pas laissé que des choses positives, on est bien d'accord. Hein. Donc encore plus long, c'est déjà fini. Mais bon. En psychogénéalogie, l'idée c'est de mettre en parallèle notre histoire, voir avec qui nous sommes reliés et voir si on n'a pas quelque chose, une répétition de quelque chose de nos aïeux. Mettre en évidence peut-être des problèmes, donc des problèmes de répétition. Voir si ces phénomènes, après, on peut très bien répéter, c'est pas grave, ça peut être bien aussi de répéter. Moi, la dame, elle est toujours sage-femme, hein, il n'y a pas de souci, c'est un super beau programme. Donc, c'est simplement se dire, il se trouve que, il y a eu ça, est-ce que je continue, moi, dans ce programme-là, est-ce que ça m'intéresse toujours ou pas? Si oui, on continue, il n'y a pas de souci. Si finalement on se dit, ce qui était plutôt le cas de la dame par rapport aux grandes surfaces, elle a changé de vie derrière. Elle, c'était la prise de conscience par rapport à cette famille qui avait tué des personnes de sa famille et de ses aïeux. À partir de ce moment-là, elle s'est sentie libérée de ça et non, elle a eu envie de faire autre chose. Et c'est venu après. Voilà. Donc c'est simplement de remonter à la conscience. Ces mémoires familiales. Après, certaines sont extraordinaires. Donc il ne faut pas avoir des choses. C'est pas là ça va être mal parce que ça se répète. Non. Il y a des phénomènes de répétition qui sont excellents. Et puis il y en a d'autres, ça ne nous appartient pas. Voilà. La seule chose, c'est que vous ayez votre libre arbitre.
Et après ça, lorsque vous avez fait cette étude, lorsque vous avez étudié votre arbre, que vous soyez en pleine conscience, vous fassiez vos choix. Voilà. Moi, voilà, c'était ce qu'on avait envie de faire avec Christian, c'est vous amener une... voilà, c'était, vous avez une petite touche de curiosité, avoir envie d'eux. J'espère que nous avons réussi. C'est que vous ayez envie de voir, voilà, de vous retourner sur cette aventure intérieure qui est l'aventure de vos aïeux. Et je vous souhaite une très belle aventure. Merci à vous tous. Vous avez peut-être des questions? Non?